La deuxième journée qui va commencer, elle est sous le double signe de la notion d'entrepreneuriat culturel. C'est de ça qu'on va parler maintenant avec nos invités. Et puis un peu plus tard, dans l'après-midi, nous allons parler du rôle, ou du moins de la place, ou de la non-place d'ailleurs, de la culture dans la construction de la ville du futur. Vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de villes intelligentes, de smart cities, de villes du futur, de comment est-ce qu'on peut conceptualiser nos villes pour les 10, 20 prochaines années, ou 50 ou 100 prochaines années, selon les points d'ancrage qu'on se met dans le futur. On voulait interroger ce sujet-là, savoir si la culture, l'innovation culturelle avait vraiment une place à prendre dans cette construction, ou est-ce que c'était une valeur secondaire? Est-ce qu'aujourd'hui elle est prise en considération dans les réflexions menées par notamment les collectivités locales? Donc aujourd'hui, je vais passer la parole au modérateur du jour, à Philippe Zilberzan de l'EM Lyon. On a aussi lié des liens assez importants avec un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Le partenariat le plus important est avec l'EM Lyon, donc Philippe va nous expliquer ça. Et puis un certain nombre d'invités, je vais laisser lui-même les présenter, mais je me permets quand même de saluer Steven Hearn qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'on a coutume de travailler ensemble, puisqu'on partage un engagement sur un lieu qui s'appelle la Gaîté Lyrique à Paris, entre autres projets qu'on a fait ensemble. Mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est là aujourd'hui, il est là pour justement vous parler de perspectives sur la notion d'entrepreneuriat culturel, puisque, et là aussi Philippe l'expliquera, il a été missionné par le ministère de la Culture pour réfléchir sur ce sujet-là. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne conférence, un bon lab pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Et je passe la parole à Philippe Zilberzan, que je remercie également. Merci. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir donc cet après-midi pour cette session sur réinventer l'entreprise culturelle. L'entrepreneuriat culturel au sens large. Donc, je vais parler très peu aujourd'hui, juste quelques petits mots. Donc, je suis effectivement professeur à l'EM Lyon. Avant ça, j'avais un vrai job, j'étais entrepreneur, donc je connais un petit peu l'entrepreneuriat, pas du tout culturel, mais l'entrepreneuriat. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on parle des langages qui sont les mêmes. Et j'interviens effectivement dans un nouveau diplôme qui vient d'être créé en partenariat entre l'EM Lyon et l'École centrale, qui est le master IDEA. Et IDEA, ça veut dire innovation, design, entrepreneuriat et art. Donc vous voyez tout de suite effectivement le lien qu'il peut y avoir avec European Lab et Nuit Sonore. Alors réinventer les industries culturelles, pourquoi c'est important? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les industries culturelles sont en ce moment en train de vivre un changement très important, et on va beaucoup en parler tout à l'heure. Alors les causes, les facteurs de changement sont nombreux. Internet, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas d'industrie culturelle qui n'ait pas été bouleversée par Internet. Un autre facteur de changement dont on va beaucoup parler, c'est la diminution des fonds publics, donc qui entraîne un besoin de renouvellement des modèles, alors qui est plus ou moins bien accepté, plus ou moins bien compris. Et puis au-delà, les industries culturelles sont importantes pour une deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'industrie au sens large qui n'ait pas besoin de se renouveler, d'innover, et donc les industries culturelles sont également un modèle dont on peut s'inspirer de nouvelles pratiques, d'innovation, de création, d'invention. Et donc au-delà de réfléchir sur les nouveaux modèles des industries culturelles, on peut également réfléchir à comment ces industries peuvent être un modèle d'entrepreneuriat au sens large, dans un contexte économique qui est peu favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc réfléchir un petit peu à le rôle que peuvent jouer les industries culturelles au sens large, la création en général, dans l'innovation, le renouvellement du tissu industriel, la réinvention de nouvelles industries, etc. etc. Voilà. C'est donc ces sujets au sens large dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors donc effectivement, on a un panel assez intéressant. L'idée, c'est de faire venir aujourd'hui des gens qui sont déjà dans cette logique, soit en France, soit à l'étranger. Donc Steven, donc, que vous connaissez, qui est donc missionné aujourd'hui...
qui a donc pour mission par le ministère de réfléchir à ces évolutions. Donc on lui a demandé d'ouvrir un petit peu cette session par alors d'abord une présentation de son parcours qui en lui-même est très intéressant et je pense assez symptomatique de ce que deviennent peu à peu les industries culturelles, et deuxièmement de nous dire quelques mots sur l'avancement de son travail dans cette mission. Donc Steven va commencer par ça. Ensuite on a Todd donc, qui vient des États-Unis, qui est du festival South by Southwest. Donc là aussi, je pense qu'on va avoir un regard très intéressant sur l'origine du festival et le mode de fonctionnement. Ensuite, Julien Catala, donc fondateur de Super, qui organise des festivals que vous connaissez peut-être également, et Georgia Taglietti, qui vient du festival Sonar à Barcelone, qui là aussi, je pense, a beaucoup de choses à nous dire. Alors, on commence avec Steven, à qui je passe la parole. D'accord. Bon, bonjour à tous, et non, c'est pas vrai, on se connaît pas tous encore, hein, mais donc moi je m'appelle Steven. Donc bonjour à tous. Déjà, je voudrais commencer moi par évidemment remercier ceux qui ont rendu possible hein, ce laboratoire européen de l'innovation. Enfin, je veux dire, on est toujours sous le coup de la loi Toubon, hein, donc on le dit en français. Évidemment, Vincent qui a dû filer sans doute sur d'autres activités du festival, donc le remercier. Évidemment, le sénateur maire aussi de Lyon, hein, Gérard Collomb, de cette invitation, et sous les ors un peu intimidants, en tout cas pour moi, de la République, pour parler de la réinvention de l'entreprise culturelle. Alors, ou peut-être tout court de l'invention, hein, on ne sait pas trop quoi. Alors les remercier aussi doublement parce que le pari était relativement osé, tout simplement parce que entreprise, culture, culture, entreprise, culture, argent, argent, art et tout ça, ça ne va pas forcément de pair. Et moi souvent en France j'ai entendu que les deux termes étaient antinomiques. Que les liens entre culture et économie étaient finalement peut-être pas si propres comme le capital, et que parler d'entrepreneuriat dans le secteur culturel, c'était un peu en être le fossoyeur. Mais bon, vous le savez tous, la culture c'est normalement après tout subventionné, associatif, que la culture n'a pas besoin de patron, et à part de mécènes aux poches larges et grandes. Donc voilà, donc je vais essayer de tenter moi de vous démontrer le contraire par mon propre parcours, on va dire, d'entrepreneur culturel, et puis effectivement qui servira d'introduction à ce qu'est cette mission confiée, alors non seulement par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, mais également Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'innovation et au PME. On comprendra évidemment que le rapprochement de culture, PME, innovation, c'est tout le sel de la discussion. Alors je me suis pris des petites notes pour éviter la digression, mais comme je ne voulais pas forcément paraphraser Simone de Beauvoir, mais je ne suis pas né entrepreneur culturel. Par contre, je le suis, on va dire, devenu. Donc c'est ce processus-là que je vais essayer d'expliquer, un peu malgré moi d'ailleurs, hein, puisque ça s'est passé au fil de rencontres heureuses, parfois fortuites, mais avec deux dénominateurs communs et qui sont, à mon avis, évidemment les plus importants, mais c'est ceux que je connais le mieux. Le premier, c'est celui de l'exigence culturelle toujours. L'autre, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire l'enthousiasme à faire les choses, l'enthousiasme à transformer, l'enthousiasme à faire différemment. Et peut-être que là, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler l'innovation. Alors moi, je crois à l'entreprise. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au modèle associatif, que je ne crois pas à un modèle subventionné, mais je crois qu'effectivement, il y a un endroit particulier qui est, avec son corollaire, l'entrepreneuriat, qui permet justement la rencontre, le partage, l'organisation, l'envie de co-construire, de faire ensemble, mais sans perdre forcément des objectifs pas forcément de rentabilité, mais au moins d'équilibre et de partage de la richesse. Ce qui ne me parle pas, moi, c'est le rapport de force économique. Je suis contre la course au profit. Et évidemment, ce qui, je pense, en fait, crée la plus grande aberration aujourd'hui dans le monde de l'économie et de la culture, mais surtout de l'économie, c'est la dichotomie grandissante entre l'économie virtuelle et réelle. Voilà, moi je connais une virtualité ou un immatériel, c'est la culture, mais en tout cas, appliqué à l'économie, c'est plutôt déstabilisateur. Voilà, je crois à une entreprise comme cellule militante de responsabilité citoyenne et éthique. Je crois que l'entreprise crée de la valeur sociale, économique, et donc, mais comme c'est son thème, culturelle, évidemment. Je souhaite évidemment créer des systèmes ouverts, innovants,
quand c'est possible. L'innovation, enfin, c'est une innovation qui, on verra, qui est plutôt d'usage que purement technologique ou technique. Des systèmes généreux qui profitent à tous et qui permettent de développer, et ça, voilà, vous en êtes des exemples, la diversité. C'est le seul, finalement, réel besoin de la culture. Et en France, peut-être, nous mourrons de notre propre endogamie ou de notre propre consanguinité, quoi. Même si je dois avouer qu'il y a dans la salle, effectivement, pas mal de gens avec qui, quand même, je collabore et qui font aussi la culture, quoi. Et donc c'est ce besoin enfin, viscéral de la diversité, moi, qui m'a construit et qui oriente aujourd'hui en fait, l'ensemble de mon action. Alors je m'excuse par avance de l'exercice un peu narcissique, mais qui est celui on va dire, de décrire un peu mon parcours. Mais comme je ne suis pas vraiment un garçon de théorie, mais plutôt de pratique, en fait, c'est dans le faire que j'ai fait, et c'est pas en le disant que... c'est pas, voilà, je n'ai pas forcément tout de suite ni formulé, ni mis des mots sur ma manière à la fois de réfléchir et de construire, quoi. Pour aider, moi j'ai un triple cursus qui est école de commerce, philo et histoire de l'art. Avant d'être un entrepreneur, j'ai été un salarié, donc j'ai eu un patron ou des patrons. J'ai installé des œuvres d'art dans l'espace public, j'ai organisé des conférences sur la bioéthique, j'ai communiqué pour des ONG. Et puis pour moi, la rupture, elle s'est passée au moment où j'ai travaillé pour une agence de communication, dont j'ai découvert un peu tardivement que son actionnaire majoritaire et son patron en fait, finançaient en sous-main une ligue anti-avortement. Ça m'a évidemment particulièrement déstabilisé, mis en colère, mais aussi un petit peu... D'accord. Bon, très bien. Vous m'entendiez pas? Ah, oulala. C'est comment le mieux? C'est comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Bon, bah, je recommence. Bonjour. Ils sont tous voilà. endormis. Ouais. Pardon pour ça, mais il faut dire que c'est un moment où moi-même, en fait, je sens que la digestion a quand même quelques effets. Enfin, c'est pas sérieux comme d'essayer de réfléchir à 2h30 de l'après-midi, quoi, avec ce soleil en plus. Bon, enfin, en tout cas, pour dire qu'effectivement, moi, le choix de monter ma propre entreprise, en fait, il est d'abord politique, il n'est pas entrepreneurial. C'est que je juste un peu juré à la manière d'un Rastignac, en tout cas, qu'on me la servirait plus, quoi. Donc je crée en 2000 le troisième pôle, qui est une agence d'ingénierie culturelle, qui a eu une première originalité, c'est qu'elle a mêlé 3 métiers qui ne l'étaient pas auparavant. Celui du tout le champ des études, de la production et de la communication. Généralement, c'est mené par des entités séparées. Et la deuxième originalité, c'est d'avoir croisé des méthodologies du champ culturel avec celles du champ social. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous, on ouvrira d'ailleurs le premier service d'accompagnement à Paris des artistes, en fait, allocataires du RMI, et puis maintenant, aujourd'hui, bénéficiaires du RSA, quoi. On travaille essentiellement pour des collectivités territoriales. Alors, nos références sont nombreuses, et je me permets d'en citer quelques-unes. Toutes les études de définition pour l'avènement de la condition publique à Roubaix, la production de la Nuit Blanche, toutes les éditions de Paris en toutes lettres, le Festival Nord Magnétique qui commence la semaine prochaine sur le spectacle vivant. On a travaillé à la production et l'itinérance du Centre Pompidou Mobile, pour ceux qui peut-être connaissent, qui est un dispositif on va dire, de démocratisation culturelle. On fait se balader une quinzaine de chefs-d'œuvre de l'art dans différentes régions de France. On a travaillé aussi pour le musée du Louvre, et j'en passe. Et effectivement, ce qui a été intéressant, c'est que le projet a marché, puisque, alors c'est pas forcément intéressant en soi, mais ça donne une mesure, mais c'est que notre chiffre d'affaires, on l'a multiplié par 10 en moins de 5 ans, et que c'est la marge nette, on va dire, de cette agence qui a permis le début du financement, et donc de l'autofinancement de toutes les prises de participation à venir, avant qu'on organise différemment les choses, mais ça vous comprendrez un tout petit peu plus tard. C'est plus de 20 salariés en CDI, je tiens à cette notion-là, c'est-à-dire qu'en fait on a, en ayant une politique de ressources humaines particulièrement durable et en évitant, on va dire, le côté yo-yo avec les contrats de travail, eh bien, ça nous a permis, on va dire, de sédimenter des compétences et de construire, on va dire, un vrai groupe, un vrai commando, quoi, en fait, hein. Donc, alors aujourd'hui, moi j'ai délégué la direction de l'agence à une personne plus jeune. Alors c'est amusant parce que je l'ai délégué, enfin l'âge qu'elle a aujourd'hui, c'est celui que j'avais quand j'ai créé l'agence. Et ça me paraît très important aussi dans les entreprises, hein, c'est de savoir les transmettre, pas forcément les garder coûte que coûte. À une femme, j'y tenais, en fait, ça, voilà. Même si on n'était pas encore obligé à cause de la parité, mais en tout cas c'était important. Et puis évidemment plus intelligente que moi, puisque ça c'est
alors quand je dis plus intelligente, c'est pas tout à fait vrai, et puis j'aime pas dire ça, mais en fait c'est-à-dire avec une acuité beaucoup plus grande et plus forte sur les enjeux actuels au croisement des questions de territoire, des questions de numérique et évidemment des questions culturelles, considérant que moi je fais déjà partie presque des vieux, même si je mets des baskets, quoi. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième pôle, on s'est bien développé, mais moi ça a construit une première frustration. Et donc on voit là évidemment le démarrage de ce que sera la question du développement de la notion d'entrepreneuriat culturel. C'est qu'en fait il y avait une frustration à être simplement un consultant et à être celui qui dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et pas celui qui fait ou celui qui construit. Et donc c'est un peu comme ça en fait que tout s'est déclenché. Vincent en a parlé tout à l'heure, donc le moment on va dire particulièrement déclencheur, enfin c'est celui d'avoir découpé dans un télérama de 2004 une annonce, un appel pour l'appel d'offres de la délégation de service public de la Gaîté Lyrique. C'est vrai que je ne savais pas où était la Gaîté Lyrique, je savais où était Paris par contre, mais par contre je ne savais pas non plus ce qu'était une délégation de service public. Petit papier que j'ai roulé dans ma poche, qui est parti dans un pantalon à la machine à laver, que je l'ai ressorti. Vous savez, ça ressemble à... c'est tout pelucheux, quoi. Mais par contre, je me suis dit, tiens, mais j'ai quand même essayé d'y répondre. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc, j'étais... pour rien cacher, donc la ville de Paris m'a clairement dit que ma note d'intention était assez intéressante, mais que j'étais quand même léger sur tout le reste, ce qui est vrai. Ce qui est peut-être aussi une qualité, de rester un peu léger sur les choses. Et donc, mais ça ne m'a pas découragé. Et puis, on a construit en fait sur le long terme une candidature. Alors j'ai été aidé parce que le chantier architectural a pris beaucoup de temps et en fait ça m'a permis à la fois de faire grandir l'agence qui était candidate et puis de devenir de plus en plus compétent. Ce qui était intéressant aussi là, c'est que comme le projet de délégation de service public, c'est l'idée qu'en fait la ville, la collectivité territoriale va confier à une entreprise privée on va dire, quelque chose qui est un service public. Donc quelque chose qui, normalement, est de sa responsabilité. Donc tout le travail de délégation a été effectivement de travailler à se dire qu'est-ce que c'est que le service public quand on est un équipement culturel, comment il peut avoir une rentabilité, quel type de formation faut-il créer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais tout ça coûte de l'argent, et donc il a fallu réunir un certain nombre de partenaires, et ce qui, en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui a été la grande astuce en fait, pour remporter ce projet, c'est qu'en fait, on a fait rentrer au capital même de la société d'exploitation de la Gaîté Lyrique, en fait, le partenaire, l'entreprise qui allait assurer et gérer l'ensemble de la maintenance du bâtiment, qui était en fait facturé à 1 million d'euros, et on lui a demandé tout simplement que la moitié soit du mécénat de compétences. Et en fait, ça nous a permis de réintroduire cet argent, ce solde-là, directement dans on va dire dans la part artistique. Et ce qui fait que ça, comme on a fait de manière vertueuse un mécénat qui, pour une entreprise qui finalement facture quand même une somme importante, mais quand même peut mettre l'autre partie en mécénat de compétences. Et nous a permis de mettre plus d'argent sur l'artistique. Alors la Gaîté Lyrique, j'espère que tout le monde connaît, mais donc c'est comme un grand lieu dédié aux arts numériques et aux musiques actuelles. C'est plus de 10 000 mètres carrés et ça fonctionne avec un budget d'environ 10 millions d'euros. En fait. Donc c'est des concerts, des expos. Aujourd'hui on travaille énormément au développement de la convivialité du lieu, à une offre de formation et un peu plus tard je l'expliquerai, à un incubateur pour renforcer les liens que peuvent avoir culture et entreprise. Alors c'est vrai que moi j'y vois ici une des pistes d'avenir pour les entreprises culturelles, qui est celle de pouvoir discuter avec la puissance publique précisément sur ce service public, donc dans le cadre d'un dialogue intelligent, ferme, politique, de l'optimiser, voire de le rendre économiquement rentable, ou du moins équilibré. Voilà. Je pense que c'est intéressant en tout cas. Donc dans le même temps, c'est vrai que le fait de remporter la Gaîté Lyrique, ça crée une énergie plutôt positive, une envie de développer les choses. Donc c'est le moment où je rachète, même si c'est pour la protéger d'un groupe de presse qui en voulait un peu à son fichier d'abonnés, mais la revue Mouvement, qui est une belle revue en fait, sur le spectacle vivant, engagée sur les politiques culturelles et qui développe en plus des cahiers spéciaux sur le développement durable et les rapports qu'il peut y avoir avec la culture. C'est le moment aussi où je me rapproche d'une société de presse qui s'appelle Détroit Média, qui édite en fait, des revues qui sont bien connues dans le cadre du festival Nuit Sonore. Donc il y a Tsugi sur les musiques actuelles, il y a Reggae Vibes, comme son nom l'indique. Il y a eu Feu Serge, en fait. Alors, quand je dis Feu Serge, c'est que Serge, c'était une revue sur la chanson française. On en a fait 8 numéros, mais on n'a pas réussi à trouver notre lectorat.
le projet ne devait pas forcément être tout à fait à la hauteur. On a créé une régie publicitaire qui fait aussi de la recherche de partenaires, donc qui s'appelle Culture Régie. En fait, on est un peu associé, enfin pas un peu, enfin on est capitalistiquement lié avec Julien sur la gestion du Trabendo, mais dont Super Mon Amour s'occupe bien plus que moi. Et puis une filiale web et de brand content en fait, qui s'appelle Détroit Digital, quoi. Voilà, donc voilà le type de développement que moi je vais, en fait, dans lequel je vais m'inscrire. Je pense aussi à un autre exemple, hein, c'est suite à une rencontre fortuite dans un café, je rencontre le fils du propriétaire du cinéma Le Saint-André-des-Arts qui me dit qu'il a plein de difficultés pour le gérer. On discute ensemble et puis finalement, quelques temps après, il me propose de prendre une participation égalitaire avec lui pour pouvoir gérer ce cinéma et me voilà entré, on va dire, dans ce champ-là. Un peu plus tard d'ailleurs, en fait, je suis contacté par Henri Simons et puis Édouard Meyer qui est dans la salle ici pour, on va dire, présider aux destinées d'un deuxième cinéma qui est à Bruxelles, le cinéma des Galeries, qui est en plus associé à un concept store et puis surtout à un lieu d'exposition de 1000 m² qu'on dédie à l'image en mouvement et au cinéma, quoi. Alors tout ça a été un peu juxtaposé comme entreprise, c'est-à-dire qu'en fait elles étaient évidemment tous ces gens ne travaillaient pas vraiment ensemble parce que c'était des équipements avec des personnalités très fortes. Et donc, avec mon associé qui s'appelle Olivier Sabi, on a effectivement décidé d'organiser le tout et de réunir l'ensemble de ces participations sous la forme d'une holding qu'on a appelée Scintillot, mais qui n'a pas non plus vocation à être tellement visible, mais qui nous permet, nous, en tout cas, de mutualiser de l'administration, de la gestion de ressources humaines, évidemment, quand même, on espère un peu d'intelligence. Et puis, in fine, on peut faire un peu d'optimisation fiscale. Alors, je le dis comme ça, à peine rigolard, parce qu'en fait, cette optimisation fiscale, elle a quand même permis en fait, de dégager un peu de marge et de créer en fait, de l'embauche. Pas forcément beaucoup, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est traduite. Et donc, ce groupe culturel, enfin, donc, cet écosystème culturel, aujourd'hui, il représente quand même 135 emplois fixes et représente un chiffre d'affaires qu'on dit combiné de plus de 24 millions d'euros en fait, hors taxe. Et c'est, comment on va dire, et c'est la juxtaposition, enfin c'est pas la juxtaposition, pardon, mais c'est la connaissance, on va dire, finalement intime de l'ensemble de ces modèles économiques, de ces modèles d'entreprise, de ces écosystèmes avec des acteurs qui sont parfois très spécifiques et que nous-mêmes on essaye d'en inventer des nouveaux, que l'on a pu petit à petit formuler notre propre vision de l'entrepreneuriat culturel. Alors c'est clair qu'en fait on s'est senti assez vite isolé quand même, hein, c'était assez peu fréquent que de s'organiser ainsi. On voit bien que le vocabulaire que nous-mêmes nous utilisons, les valeurs qu'on défend, n'ont pas toujours trouvé écho, ou en tout cas elles n'ont pas toujours été bien comprises. Certains de nos interlocuteurs, essentiellement politiques, ils ne voyaient pas forcément ça d'un très bon œil, cette espèce d'autonomisation des acteurs de la culture, qui sont généralement plutôt saupoudrés de subventions. Et puis évidemment, chez les bailleurs de fonds, qui ont plutôt tendance à considérer que le mécénat et ce qu'il apporte de défiscalisation et de mainmise sur le projet est finalement la seule voie véritable d'intervention dans ce secteur, quoi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apprendre comme ça à co-construire, mais on est un peu seul et c'était pas très porteur. Donc réinventer l'entreprise culturelle, le sujet d'aujourd'hui, réinventer notre entreprise culturelle, parce que pour le coup, la culture, c'est pas un produit, c'est une chose finalement beaucoup plus complexe qui renvoie aussi au bien commun. Forcément, les hommes qui gèrent ces entreprises marquent ça durablement. Et on va considérer que Scintillot et cette entreprise culturelle, c'était la première pierre d'un écosystème culturel indépendant et d'une certaine manière, puisqu'on essaie de porter des valeurs militants. Puisque finalement nos affaires se passaient plutôt bien, en fait on s'est dit mais pourquoi ne pas faire de cette expertise, ou en tout cas de ce savoir, de le partager avec d'autres d'autres entrepreneurs, ou en tout cas d'autres personnes qui avaient envie de l'aventure entrepreneuriale mais qui ne s'y jetaient pas tout à fait. Et donc pour ça on a créé deux outils. Le premier, c'est un incubateur en fait, qu'on a créé il y a 1 an, et puis ensuite on l'a doublé d'un espace de coworking il y a quelques mois seulement, mais qui nous permet aujourd'hui d'accompagner 26 entreprises du champ culturel, au sens large. Il y a même un peu de cuisine dedans, mais pour y avoir de l'architecture, pour y avoir de la mode, et qui occupe en fait, je sais plus, entre 80 et une centaine de postes.
et qui développent leur propre activité, et avec cette envie à la fois de pouvoir les accompagner par notre expertise, créer tout le champ de ce qu'on appelle les fertilisations croisées, ce qui permet effectivement la mutualisation, pourquoi pas le troc d'idées, et puis quand je dis mutualisation, ça peut aussi être mutualisation d'emploi. C'est vrai que il y a un chiffre qui nous rend assez fiers, c'est que ces entreprises, elles ont réussi sur des périodes relativement courtes, finalement moins d'1 an, de créer, en plus de la consolidation de leur propre activité, quasiment une trentaine d'emplois. Donc on peut considérer en tout cas que si on y met les moyens, ça marche. Le deuxième outil créé, c'est un fonds d'investissement de capital risque. Alors là, on est sur les gros mots, là, en fait, puisque là, c'était impossible d'imaginer que le capital risque pouvait intéresser, on va dire, des bailleurs de fonds. On n'en a pas encore, on va dire, totalement fait la démonstration, mais en tout cas, on a ciblé aujourd'hui 5 entreprises, et pour lesquelles on est en train quand même de réaliser une levée de fonds de 2 millions d'euros. L'idée, c'est pas de montrer, même si c'est en débat, et puis on en a pas mal discuté avec des gens croisés de ci, de là pendant le festival. L'idée, c'est pas de faire la démonstration que la culture est qu'une économie, mais qu'elle peut l'être aussi. Donc qu'on soit clair, on n'est pas... disons qu'on n'est pas là pour transformer un modèle, même si effectivement la réaffection des ressources de la puissance publique crée, on va dire, une situation d'urgence. Il ne s'agit pas de remplacer nécessairement un modèle par un autre, mais plutôt de l'optimiser. Alors nous, notre entreprise, qu'on ne fait avancer finalement modestement, nous sommes que l'une des 200 000 entreprises culturelles en France. Alors elles sont peu connues, elles sont isolées, elles ignorent parfois elles-mêmes, elles ignorent parfois leur propre, comment on va dire, les autres entreprises sur le même secteur, et suivant la définition qu'on leur donne, en fait, elles représentent quand même entre 5 et 7%, peut-être que toi Philippe tu pourrais être plus précis que moi encore là-dessus, mais entre 5 et 7% du PIB français, que c'est donc une activité évidemment source de compétitivité et de croissance pour notre pays, et c'est l'équivalent d'à peu près 1,4 million de personnes à plein temps. C'est-à-dire que c'est une chose très sérieuse. Et à l'échelle européenne, alors c'est un chiffre glané comme ça, puisque effectivement c'était le thème de la journée d'hier, la culture et la création représentent, alors je les relis mes notes, mais entre 3,3 et 4,5% du produit intérieur brut européen. Et c'est entre 7 et 8 millions et demi d'emplois. Donc c'est, voilà, j'ai pas besoin de vous faire la démonstration qu'effectivement c'est un secteur important. Alors même que le secteur effectivement artistique et culturel est encore souvent perçu comme tributaire des subventions publiques, effectivement pour nous c'était important de mettre en lumière ces entrepreneurs, et ces entrepreneurs, les ministres, Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin, ont voulu le faire aussi, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tout simplement en fait, avec une mission, confie une mission de réflexion et de recommandation sur cette notion que moi je reconnais trouver encore un peu floue, puisqu'en fait, pour le coup, on apprend ce que c'est en marchant. Alors, force aussi de constater que, pour ceux qui ont pu suivre ça, que les assises de l'entrepreneuriat qui viennent juste de se terminer, et dont les conclusions ont été saluées, voilà, je crois que j'ennuie même la lumière, là, en fait. Dès que tu as prononcé le mot fatidique... Ça veut dire qu'il faut que j'arrête, là? Non, c'est ça? Non, ça veut rien dire de ça. Voilà, non, et donc effectivement, donc les conclusions en avaient été saluées. À noter, nous, mais là on est juste taquin, que les entrepreneurs de la culture n'étaient pas, voire peu représentés. Voilà, et que d'ailleurs dans les différents cabinets, que ce soit de la culture ou de l'innovation et PME, on a peu de membres, on va dire, en charge de ces questions. Alors c'est vrai qu'il y a la DGMIC, dont je salue la présence de plusieurs membres, mais en particulier alors moi je considère que c'est un ami maintenant, Philippe Tilly, qui nous a aussi pas mal aidé et qui a réalisé un travail de terrain, on va dire, non négligeable, et dont je crois va parler d'un guide, un guide sur comment entreprendre dans les industries culturelles, quasi exhaustif, qui effectivement évangélise un peu dans les couloirs du ministère, mais effectivement il n'y a pas encore, on va dire, cette culture-là très prononcée, en fait. Alors pour des raisons de process administratif, c'est vrai que la mission qui devait débuter le 27 février, elle commence plus tard, parce que qu'on se le dise, effectivement, il y a eu une succession de signatures, de validations, de cabinet en cabinet, des choses qui finalement nous intéressent assez peu, puisque nous c'est seulement la conclusion qui nous intéresse, c'est oui, vous pouvez maintenant lancer la mission, Donc on a fait quand même quelques entretiens, quelques rencontres, mais on peut considérer que finalement aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on intervient véritablement sur ce sujet-là, on peut considérer que la mission est lancée,
Alors, et les conclusions, pour que vous le sachiez, donc, pour ceux que ça intéresse, je donnerai un moment une adresse mail, mais ne pas hésiter en tout cas à nous solliciter ou en tout cas à nous interpeller, voire même à nous critiquer, en évitant l'insulte, mais en tout cas, il ne faudra pas hésiter. Et donc les conclusions, elles sont attendues pour la fin de l'année. On a quelques rendus intermédiaires, mais en tout cas, voilà ce qui sera fait. Alors les premières observations sur l'entrepreneuriat culturel que l'on peut faire, et si tenter de dresser un portrait robot de l'entrepreneur culturel, on voit qu'aujourd'hui, sur ces 200 000, il y en a à peu près 60% qui sont des TPE, très petites entreprises, que si l'innovation de ces entreprises sont parfois technologiques, c'est-à-dire dans le champ du numérique, elles sont beaucoup sur l'usage, sur des manières de faire, que le modèle économique de ces entreprises, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est souvent celui du prototypage, c'est le monde de la première fois, quoi. Que la richesse produite est souvent immatérielle, que la plupart des financiers traditionnels, qui généralement l'envoient demander des subventions, effectivement, plutôt que de l'accompagner par le prêt ou le capital risque, on voit bien que c'est une notion qui est rare. Ces entreprises sont isolées, elles travaillent souvent de manière artisanale, elles sont insuffisamment formées à la gestion ou parfois à la conduite de projets. Mais là, pour le coup, comme le disent les Anonymous, quoi, en fait, we are legend. Donc en face de notre besoin nous, de rassemblement, d'accompagnement, donc face à la fragilité de nos activités, qui est d'ailleurs inversement proportionnelle en fait, à la valeur ajoutée pour l'économie de la société, il est intéressant de voir que les ministres et les ministères considèrent que les dispositifs et les modes d'action de la puissance publique sont aujourd'hui inadaptés. Alors nous, on pense qu'effectivement, pour dépasser l'ensemble de ces blocages ou les blocages actuels, il faut d'abord que les créateurs, les entrepreneurs, les investisseurs, les financiers puissent commencer à parler un langage commun, qu'effectivement qu'il n'y ait pas de scission entre eux, pour pouvoir évaluer évidemment ensemble, la portée des projets et le risque réel dans un secteur qui est évidemment mal connu. Et je crois savoir qu'effectivement il y a une étude qui a été lancée, je me tourne vers justement Philippe Tilly, mais sur le PIB culturel, et donc en fait qui permettra peut-être de mieux savoir ce que représente très précisément le poids économique de la culture. Voilà, et donc on va travailler nous en fait, au sein de la mission à faire émerger donc ce code commun quoi, en fait, pour pouvoir discuter quoi. Et puis ensuite, je vais faire une petite liste, et en fait, on va tenter, enfin c'est même l'obligation, en tout cas morale, que c'est de formuler des préconisations pour l'action des acteurs publics et privés du secteur. Et donc en fait, on a finalement peur de rien, et nos ministres non plus, donc savoir, faut-il adapter le droit? Est-ce qu'il faut réfléchir à un statut particulier de l'entreprise? Est-ce qu'elle devra être habilitée à toucher de la subvention? Est-ce que le cadre statutaire administratif ne peut pas être repensé? Est-ce qu'une entreprise à but non lucratif pourrait être une solution? Évidemment, il y a tout le champ de l'incitation fiscale qui est on va dire, à repenser ou à adapter. Il y a l'ensemble de l'évolution des dispositifs de soutien et d'outils d'accompagnement des entrepreneurs, et donc là forcément c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de Philippe Tilly, mais autour des incubateurs, des garanties bancaires, des fonds de garantie européens, des avances remboursables, du capital risque, du capital développement, du crédit d'impôt. Voilà, il y a plein d'outils qui effectivement aujourd'hui ne sont pas toujours mis à la disposition des entrepreneurs culturels, et donc c'est ça qu'il va falloir sans doute accélérer ou en tout cas modifier. Il y a le fait de renforcer, on va dire, toute la dimension purement entrepreneuriale, donc là, c'est-à-dire mieux former, pour pallier souvent le manque de compétences en gestion, créer des grades d'entreprise, des clusters. Il va falloir aussi une chose assez importante, c'est libérer l'accès au marché, et même au marché public. Moi, j'ai attendu d'être grand pour pouvoir avoir accès à des marchés comme la Nuit Blanche, alors que ça faisait bien longtemps qu'on était capable de le faire. Mais c'est vraiment intéressant, ça, c'est de dire que, en gros, des entreprises très malignes, très innovantes ne peuvent pas avoir accès à des marchés, tout simplement parce que leur chiffre d'affaires est parfois soi-disant insuffisant. Voilà, réfléchir évidemment, enfin même voire déniaiser l'ensemble de ces acteurs sur les problématiques de propriété intellectuelle, mettre en place des processus collaboratifs, faciliter l'accès au capital, mais ça on l'a dit, via des fonds pourquoi pas de capital risque comme nous on en a monté, mieux partager l'accès à la techno aussi parfois. Voilà, d'autres points comme imaginer renforcer les politiques de stimulation, et donc c'est aussi des discussions qu'on avait, contribuer à une vraie reconnaissance de la contribution culturelle, reconnaître aussi le risque culturel, qui renvoie à ce que je disais en fait en propos liminaire sur
la question de l'immatériel de la culture. Pourquoi pas travailler à la création d'aides à l'embauche, mieux adaptées, favoriser les échanges transfrontaliers. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile de ne pas le dire avec toute la réflexion autour de l'Europe et au-delà d'ailleurs des barrières linguistiques, en fait, hein, mais travailler effectivement sur des échelles plus larges, plus grandes. Voilà, et évidemment, préserver, parce que ça c'est très important, l'indépendance des entrepreneurs. Voilà, alors comme je l'ai dit, donc, il est sûr que pour mener cette étude, donc vous avez à peu près là le cadre, on va avoir besoin de vous, alors là, vous, c'est ceux qui sont les entrepreneurs culturels. Et donc en fait, on a d'ailleurs, je peux vous la donner tout de suite, puisqu'on a une adresse qui est mission@scintillot.eu. Scintillot s'écrit SCINTI2LO.eu, où effectivement on va comme ça très vite prendre contact et prendre la mesure effectivement des idées qui peuvent venir d'un peu partout, quoi. Alors c'est vrai que j'avais annoncé que je tenterais de démontrer que tout en me considérant comme moi entrepreneur culturel, je ne voulais pas non plus en être le fossoyeur en fait, hein, par rapport donc voilà, donc effectivement comme on l'a dit, à l'heure où les budgets culturels fondent comme je sais pas comment on peut dire, comme neige au soleil, quoi, en fait, hein, voilà, je pense que ne pas réfléchir à ces nouveaux modèles économiques, et donc c'est ce que disait Vincent tout à l'heure aussi, serait quasiment criminel, puisqu'en fait ça serait une vraie boucherie, quoi. Donc nous on pense alors, et on en est convaincu que donc la subvention et le mécénat dans la manière dont il est pratiqué aujourd'hui finalement ne peuvent plus être l'alpha et l'oméga, on va dire, du financement de la culture. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, par le fait qu'on essaie de ne pas théoriser ça, mais vraiment de le faire, on voit bien que la réussite des entreprises que l'on a pu nous conduire montre qu'effectivement on peut trouver d'autres formes et d'autres formes de partenariat dans cet écosystème, quoi. Et réinventer en fait l'entreprise culturelle, puisque c'est le sujet, hein, donc c'est peut-être donc au final tout simplement accepter le rôle de ces entreprises, leur impulsion, leur manière de faire, même leur vibration au sein d'un secteur qui a souvent tendance à faire semblant de ne pas vouloir les voir, quoi, en fait, et finalement de voir des équipements comme des opéras, de voir une philharmonie dont un jour il faudra bien dire et se demander à quoi elle peut servir, quoi. Voilà, donc la mission que m'ont confiée donc les deux ministres, elle permettra, en tout cas je l'espère, de démontrer que c'est l'innovation entrepreneuriale en fait qui va innerver une bonne partie de la création aujourd'hui, que l'entreprise culturelle s'affirmera comme un moteur du secteur culturel avec ses spécificités, ses forces et ses fragilités. Je me répète, mais c'est bien de le dire, quoi, et qu'il convient de définir ensemble ça dans les mois prochains. Et donc, je le dis, nous en sommes convaincus, c'est une économie entrepreneuriale vertueuse, militante et responsable qui sera le cœur du réacteur culturel de demain. Voilà. Merci beaucoup, Steven. Maintenant, vous pouvez vous réveiller. Merci. Alors, je note le langage à la fois très managérial et en même temps la spécificité culturelle qui reste très forte. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on va continuer. On va passer en anglais avec Todd. Donc, je vais demander à Todd de nous dire quelques mots sur... Bon, le podium est parti. So, donc Todd, si vous pouviez nous présenter rapidement South by Southwest en quelques mots son histoire, sa spécificité, son originalité, dans le contexte actuel dont on parle aujourd'hui, son modèle économique, son environnement, comment ça s'est développé, les difficultés que vous avez pu rencontrer, et éventuellement relier ça à ce que Steven vient de dire par rapport au changement qu'il y a en France à l'heure actuelle. Tout ça en une dizaine de minutes, donc ça devrait être tout à fait... Donc c'est juste une introduction, bien sûr. Great, thanks. Can everybody hear me okay? J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, Todd Pokeber du festival South by Southwest, et nous entrons dans notre 27e année. C'est basé dans le Texas, à Austin. Nous avons 2300 groupes qui sont présents, 100 000 personnes qui assistent à toutes sortes d'activités. Donc, on a également des activités pédagogiques, la musique, du spectacle, du cinéma.
c'est vrai que bon, on commence avec une idée, une bonne idée et une passion pour cette idée. Pour moi, c'était vraiment une passion, ma passion pour la musique. Mes parents étaient déjà dans les arts du spectacle et dans mon adolescence, c'était très fort pour moi. J'essayais d'aller à tous les concerts possibles et c'était voir un super spectacle. Pour moi, c'était important. Hein. Donc, pour moi, c'était l'une des meilleures choses de la vie, c'était d'aller voir des concerts. Et donc, si moi, maintenant, je peux proposer des bons spectacles aux gens, pour moi, c'est un grand plaisir. Donc, South by Southwest a commencé avec des spectacles en outdoor, donc en plein air. Et c'était surtout de la musique hein, au début. Et la musique, c'est surtout le soir. Mais pendant la journée, on a commencé à avoir des idées originales. Cela ne devait pas être juste un autre festival de musique. C'était un peu plus comme les nuits sonores, le concert la nuit, mais comment parler de l'industrie de la musique aussi pendant la journée. Donc, c'était un peu nos débuts. C'était pas que des groupes qui faisaient du spectacle, mais aussi travailler avec les groupes, les agents, la presse. Et qu'est-ce que ça apporte aux groupes qui viennent jouer. Donc, on avait 200 groupes dans un premier temps et maintenant, on a beaucoup étendu le champ des musiques et c'est devenu un monstre, hein, si vous voulez, avec des tentaculaires et on essaie de s'accrocher. On en est très fiers, mais c'est vrai que c'est formidable quand les gens se réunissent, discutent avec différentes personnes, discuter de nouvelles idées pour le festival. C'est un défi en même temps. Et ce qui est bien dans notre festival, c'est qu'il y a toujours de nouvelles idées. Donc, le festival interactif qu'on a ajouté il y a 10 ans, c'était un tout petit bout du festival. Et maintenant, c'est presque aussi grand, sinon plus grand que la partie concert. 25 000 personnes qui participent dans le festival interactif uniquement. Et donc, il y a une journée entre où ça se chevauche, où nous avons donc les agences, les entreprises de musique et web et autres qui viennent participer. Et c'est vrai parce que l'industrie a beaucoup évolué. On a vu disparaître des maisons de disques, on a vu disparaître des éditeurs variés et autres, alors que le côté web est en pleine expansion. Donc, avec South by Southwest, avec notre festival, on a su toujours rester vraiment à l'affût de ces évolutions. Et quand on a vu la musique traditionnelle, commencer à évoluer vers l'interactif, on a réussi à attirer ces différents publics sur un seul festival. Et pour la première fois cette année, on avait également un forum d'entreprise, un forum professionnel aussi. Avant, on les séparait un petit peu. Ils étaient à différents moments du festival. Mais on a compris que souvent, les gens voulaient se parler, voulaient se retrouver ensemble. Donc, ça, c'est bien passé. Donc, quand on voit European Lab ici à Lyon, c'est une idée, je vous encourage, parce que chez nous, en tout cas, ça nous a apporté énormément d'idées. Et aux États-Unis, je crois qu'on n'a pas de soutien des autorités publiques, on n'a pas de ministère quelconque. Bon, il y a quelques fondations, National Endowments for the Arts, mais bon, c'est souvent des dons privés. Et eux, c'est souvent des subventions qui vont vers certains types de concerts. Et South by Southwest est véritablement une entreprise. Hein. Nous sommes complètement seuls. On n'a jamais eu le moindre sou
du secteur public, des autorités locales, du gouvernement. Bon, la ville d'Austin supporte certains coûts liés à la sécurité parce que c'est très difficile pour nous. Nous, on ne pourrait pas payer. Donc, il y a de l'aide maintenant, mais au début, on n'avait strictement pas d'aide. Nous sommes une entreprise privée qui a essayé de voler de ses propres ailes. Et donc, cela dépend énormément de l'idée de base et de la passion des gens qui y participent. Et si c'est une bonne idée, eh bien, on connaît le succès. Et sinon, c'est l'échec. Et bon, le capitalisme est fait ainsi. Les gens acceptent de payer pour des choses qu'ils trouvent intéressantes. Et si on a une bonne idée, les gens sont prêts. Et heureusement pour nous, on a connu le succès, car je pense que c'est grâce à notre capacité d'injecter de nouvelles idées, de faire des festivals satellites aussi. Par exemple, à Las Vegas, c'était né. Et ici, on réunit des entrepreneurs avec des fonds de capital risque aussi. C'est une nouvelle activité que nous avons développée et il y a déjà pas mal d'intérêt pour ce forum d'entrepreneurs, une sorte de speed dating des entrepreneurs et des fonds d'investissement. Donc, c'est aussi important pour nous. Et donc, ça fait partie d'une grande famille de South by Southwest. Où va l'industrie de la musique? D'où va venir l'argent? C'est une situation très complexe avec toute cette musique qu'on peut trouver gratuitement, si on cherche bien sur Internet, comment est-ce que les artistes peuvent être rémunérés? Grande question. Donc, c'est extrêmement difficile pour certains de survivre dans cet environnement-là. Et une bonne idée qu'on a eue aussi, c'est vraiment un festival pour montrer les nouveaux, les groupes émergents. Et ils ne sont souvent pas rémunérés et ils profitent. Pour eux, c'est intéressant de participer, pour se faire un nom, alors que d'autres viennent bien avec leur maison de disques et tous des grands noms. Et c'est vrai, c'est une sorte de... on réunit énormément de choses en même temps. Pour beaucoup de groupes, c'est intéressant de participer rien que pour ça. Spotify peut se présenter aussi leurs idées. Donc, on a eu toutes sortes d'entreprises et produits qui veulent mettre en avant leurs services, leur savoir-faire, leurs produits et nous parler des artistes qui produisent. Donc, ça attire l'attention et donc, ils espèrent en tirer quelque chose par la suite. Et donc, South by Southwest, pour eux, c'est vraiment le festival qui leur permet de se montrer. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Pendant la nuit, pendant la journée, il y a des conférences comme ici, des tables rondes sur des thèmes. Un grand échange d'idées là qui est intéressant. Et voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup. Julien? Oui. Pareil, expérience assez originale et puis réflexion sur les changements actuels. Ok, alors donc je m'appelle Julien Catala, j'ai 34 ans. J'ai commencé à travailler dans la musique à Dijon. J'ai commencé à organiser des concerts dès l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours su plus ou moins que ça allait être mon travail un jour, et que j'allais, du moins que j'allais essayer d'en faire ma profession. Et j'ai fait des études à Dijon, j'ai fait un IUP de management culturel, qui m'a pas mal aidé, donné quelques bases, j'ai fait des stages assez intéressants, tout en continuant à organiser des concerts à Dijon dans la salle qui s'appelle La Vapeur. Ensuite, j'ai travaillé au Café de la Danse, donc une salle qui est à Paris, qui est à Bastille, pendant presque 6 ans. Donc je m'occupais des productions de la salle, de la programmation de la salle, un peu de tout. C'était une petite équipe, donc on faisait un peu tout. C'était vraiment c'était très très formateur. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses, appris aussi comment la musique fonctionnait, le rapport avec les labels, les producteurs, les agents, les managers, etc. Et très vite au Café de la Danse, je voulais faire jouer des artistes
qui n'étaient pas représentés en France. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tourneurs ou d'agents français. Et donc ça, c'était des artistes comme les artistes un peu avec lesquels je travaille en ce moment, donc Animal Collective, José González ou je sais pas, Sufjan Stevens, ce genre de choses. Les producteurs français s'y intéressaient pas. Et à l'époque, ne faisaient pas énormément de développement. S'il n'y avait pas de temps de développer ce type d'artistes, avait plutôt des grosses têtes d'affiche étrangères ou des artistes français. Donc j'ai vu qu'il y avait une sorte de marché à développer ce type d'artistes. Parallèlement à ça aussi, en Angleterre et aux États-Unis, il y a pas mal d'agences qui se développaient. Il y avait une agence en Angleterre qui s'appelle toujours Eat Your Own Ears. Donc ils sont producteurs de concerts, tourneurs, mais avec une vraie vision artistique. C'est-à-dire comme une sorte de label de musique live. C'est-à-dire où le public peut faire confiance à cette marque et aller voir des artistes représentés par cette agence. Je me suis dit que c'était intéressant et qu'en France ça n'existait pas. Donc c'est comme ça que j'ai monté Super, donc il y a 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Avec cette idée donc, de faire d'être producteur de concerts, parce qu'on produit tous nos concerts à Paris, donc on loue les salles et on prend vraiment un risque financier sur chaque date. Être booker, agence, donc on développe nos artistes dans toute la France, dans tous les festivals. Et être vraiment comme un label de concert, aussi comme un média. C'est-à-dire que le public puisse suivre notre ligne artistique et puisse venir voir nos artistes parce qu'ils savent que c'est sous le label ou la marque Super. Donc l'agence s'est bien développée. J'avoue qu'on a pas mal utilisé la chute de l'industrie musicale, le fait que tous les labels fassent faillite. Alors c'est sûr, c'est un peu triste, mais pour nous, pour le live, ça nous a aidé énormément. C'est-à-dire le public avait achetait de moins en moins de disques, mais avait de plus en plus de pouvoir d'achat pour aller voir des concerts et découvrir de nouveaux artistes par le net, par des sites comme Pitchfork qui sont développés, donc les gens ont un pouvoir d'achat plus important pour aller voir des concerts. Donc en 6 ans, l'agence s'est vraiment développée. On organise en moyenne 900 concerts par an et on représente quelque chose comme 200 artistes, quelque chose comme ça. Voilà en gros. Depuis, je me suis dit que pour développer Super et pour qu'on soit plus important et pour aussi asseoir notre économie, il fallait qu'on développe des activités annexes, donc un festival, une salle de concert, ce genre de choses. C'est peut-être aussi ça l'originalité du nouveau milieu culturel ou des entreprises culturelles, c'est comment se développer et d'avoir des activités complémentaires pour que l'économie ne soit pas juste une agence de booking, mais qu'il y ait d'autres choses, soit plus global. Donc depuis 3 ans, on produit maintenant un festival qui s'appelle le Pitchfork Music Festival, qui est fait en partenariat avec le site internet américain Pitchfork. Tout le monde connaît, qui est un peu une référence au niveau mondial, au niveau des musiques actuelles. Et on fait ça à la Grande Halle de la Villette, qui est un lieu vraiment sublime, qui est classé au patrimoine. Voilà. Donc là, c'est la 3e édition à la rentrée, donc c'est 31 octobre, 1 et 2 novembre. L'an dernier, on a fait 20 000 personnes en 3 jours, ce qui est plutôt bien pour une programmation qui est assez spécialisée. Donc les têtes d'affiche l'an dernier, c'était M83, Grizzly Bear, Animal Collective, qui est quand même très... c'est pas des artistes très connus en France. Quand on a fait la programmation l'an dernier et qu'on a dit qu'on avait 20 000 personnes de capacité, tout le monde nous disait vous n'y arriverez jamais, vous allez vous planter, on fera jamais 20 000 personnes avec Animal Collective en tête d'affiche. Et notre force avec le festival et grâce à Pitchfork, c'est qu'on fait venir énormément d'étrangers au festival. Donc l'an dernier, on a quasiment eu 60% d'étrangers, donc des gens qui viennent de Scandinavie, des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne, pour venir, plus que venir voir des artistes, venir vivre vraiment une expérience Pitchfork, donc faire plein de découvertes, et aussi pour ces gens-là, venir être en vacances à Paris. Souvent, ils arrivent un jour avant, un jour après, ils passent 4 jours à Paris et ils voient des concerts qu'ils aiment. Donc voilà, le festival marche plutôt bien. On a des bonnes idées pour le développer aussi. Peut-être le développer à l'étranger, dans d'autres villes en Europe. Et voilà, donc on le refait cette année. Je m'occupe aussi, maintenant je suis gérant d'une salle de concert qui s'appelle le Trabendo,
Donc c'est une salle qui fait 750 places, qui est à Paris, qui est dans le parc de la Villette. En fait, un peu l'histoire de la Gaîté Lyrique, peut-être j'ai vu un appel d'offres, je crois que c'était dans Télérama il y a 1 an et demi, 2 ans, avec... exactement. Avec, voilà, parce que la salle appartient donc au parc de la Villette, qui est géré par le ministère de la Culture. Ils cherchaient un nouveau projet, un nouveau gérant pour reprendre cette salle. Je me suis dit que ça pourrait être parfait pour nous, parce que la salle fait 750 places, c'est dans un parc, donc il n'y a pas de riverains. Il y a beaucoup de problèmes de voisinage à Paris, donc comme il n'y a pas de riverains, on peut faire aussi bien du rock, de la musique électronique tard, des choses plus folk. Enfin, ça donnait vraiment artistiquement, on pouvait faire plein de choses dans cette salle. On était quand même une petite agence quand j'ai vu l'annonce, donc je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un partenaire. Et je m'entendais très bien avec le magazine Tsugi, donc, que géré par Alexis Bernier, qui était avant rédacteur en chef des pages Culture de Libération. Je le connaissais un peu, pas très bien, donc je lui ai fait un mail en lui disant voilà, j'ai cette idée, est-ce que ça te branche, on peut s'associer, essayer de reprendre cette salle. Au début, il m'a répondu t'en es sûr que c'est une bonne idée. Enfin, il ne l'avait jamais pensé faire une salle de concert avant. On s'est vu, on a déjeuné, et puis on s'est dit allez, banco, tentons le truc. Donc on a beaucoup travaillé, c'était un gros dossier, mais on a beaucoup travaillé pendant peut-être 3 mois à faire un budget d'exploitation sur les 3 prochaines années, préparer une programmation, etc. Ça a duré presque, c'était pas aussi long que la Gaîté Lyrique, mais ça a duré peut-être 7-8 mois pour l'appel d'offres. Et donc on a remporté l'appel d'offres, donc c'est vraiment bien pour nous. On a ouvert la salle il y a 1 an, et pour nous, enfin la salle marche bien, mais pour nous, pour Super, c'est aussi très bien, parce qu'évidemment on peut programmer nos artistes dans la salle. Pas que, on est ouvert aussi à tous les producteurs. Aussi, on peut utiliser la salle pour faire des résidences, par exemple quand on a un nouvel artiste qu'on veut développer. En général, les résidences coûtent très cher, et là, on a une salle qui est à nous, donc on peut laisser la salle à l'artiste pendant 10 jours pour créer son nouveau spectacle, etc. C'est vraiment intéressant pour nous, et la salle est belle, le son est bon, donc c'est chouette. Et puis ça m'a toujours plu d'avoir un lieu, investir un lieu, créer une programmation. Et donc voilà, donc la salle marche plutôt bien. Je pense... Juste parce qu'on parle de ça, donc par rapport au business model, on est complètement privé, on n'a aucune subvention sur aucune de nos activités. Principalement pour le festival, je pense que c'est presque assez rare. Sur le festival, on n'a aucun bénévole au festival. La plupart des festivals français ont des bénévoles. Nuit Sonore a pas mal de bénévoles. On n'a aucun bénévole, donc tout le monde est payé, salarié. Donc sur le festival, c'est sur une semaine, on a 3 jours de concert, mais on emploie 200 personnes, donc c'est quand même pas mal, vraiment, que des gens vraiment payés et vraiment salariés, ce qui est presque rare dans le milieu actuel, avec aucune subvention. Et le festival marche bien, on gagne de l'argent chaque année, donc c'est vraiment purement privé. La salle, c'est exactement pareil, on n'a aucune subvention sur la salle, c'est vraiment purement privé, donc on gagne de l'argent sur les entrées, le bar. On fait quelques privatisations avec des marques, et voilà. Voilà en gros. Donc la société existe depuis 6 ans et demi. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, et on emploie maintenant en fixe 14 personnes. Voilà en gros. Merci beaucoup. De rien. Et donc, Georgia, c'est pas facile d'être la dernière. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Ah. Alors, je travaille pour le Festival Sonar qui est à Barcelone. Pas seulement à Barcelone, mais bon, le Festival Mer, comme on l'appelle, c'est à Barcelone depuis 20 ans, en 20 éditions. C'est pas exactement 20 ans, c'est 18 ans. Donc, on est 20 ans cette année, on dit. C'est l'anniversaire. On a commencé dans le 94. J'ai commencé avec eux le 95. Et j'ai commencé avec eux, on était 6, et c'était un festival qui avait une participation de 6000 personnes à l'époque, première édition. Maintenant, cette année, on attend plus de 100 000. Pendant les 3 jours de nuit qu'on va faire le festival, le 13, 14, 15 juin. Donc dans un mois, excusez-moi si je suis un peu quelque part avec ma tête. L'autre côté, c'est une phrase de mon père quand j'ai commencé à bosser avec Advance Music, qui est la compagnie
sous laquelle bosse le Festival Sonar a été créé, c'est que quand il est venu voir l'entreprise la première fois, et c'était le 96, on était 5, on n'avait pas de vitres dans les fenêtres, on était coincés dans un endroit. Il m'a dit, est-ce que tu es sûr que vous allez faire de l'argent avec ça? Et j'ai dit, bon papa, c'est ça que je bosse avec. Et il me dit, bon, montre-moi quelque chose de solide, pas ça. Et alors, on avait une étude de production musicale à l'époque, et je lui montrais les machines à produire la musique. Il m'a dit, avec ça, tu vas faire de l'argent. Avec ça que tu fais, le booking et tout machin, tu vas faire rien. Et finalement, je suis très heureuse, après 20 ans, de montrer à mon père, qui n'est pas là avec nous, mais bon, il est là, qui, c'est pas vrai. Qui finalement, l'inversion, c'était énorme. Qui la culture, c'est maintenant mon moyen de vivre. C'est pas la production musicale, mais c'est justement quelque chose de moins tangible, moins concrète, mais qui est le business dans lequel je suis immerse. Un business en plus énorme, avec un budget que j'ai amené aujourd'hui, comme ça on comprend un peu les distributions privées et publiques. Un budget pour cette année, et c'est la première fois qu'on l'a annoncé, de 5 350 000 euros, qui est le plus haut qu'on a jamais, et après on va vous expliquer pourquoi. L'apportation publique est de 335 000 euros, qui représente le 6,26% sur le total de budget. Le sponsoring privé, c'est 948,600 000 euros, qui représente le 17,73% du total du budget. Donc, l'indépendance budgétaire du festival est sur 4 066 400 000 euros, qui représente le 76,01% du festival. C'est clair. La photographie institutionnelle privée et indépendante, c'est très clair. La proportion est pas si variable pendant les années, donc on n'a pas vraiment changé ou perdu, sauf si on parle de partenariat, parce que de concert, depuis 2006, on a tous perdu les marques privées qui ne soutiennent pas plus que 15-16% les festivals, au moins dans nos cas. Surtout parce que aussi nous, on n'a jamais eu un soutien de naming, donc il y a le naming, que vous savez, c'est le partenariat dans lequel la marque commerciale prend l'importance plus que la marque à vous. Donc ça, on ne l'a jamais eu, sauf au Brésil avec Nokia, qui était quand même intéressant parce qu'elle bouleverse aussi beaucoup de choses dans le contenu d'un festival. Par l'autre côté, je pense que c'est important de penser que la chose la pire qui s'est passée dans notre pays, qui est l'Espagne, c'est le change dans la VAT. Et ça, c'est important à dire, c'est important à discuter. La VAT sur les produits culturels, hontement, en Espagne, c'est 21%. Depuis pas plus qu'un an, et un peu moins qu'un an, et ça a changé de 13 points. Donc, on a eu une augmentation de 13 points qui était un killer moment pour tous, dans le cinéma, dans la littérature, dans la musique. Et ça, c'est important à parler aujourd'hui, parce que pour nous, ça a tout changé. Côté prix des tickets, côté accès à la culture des gens qui n'ont pas moyen, et c'est épouvantable. Donc ça, c'est une chose qui se passe là maintenant à tous, qui font de la culture en Espagne. Et c'est évidemment, c'était un choc. Je pense que même moi, je pensais que ça n'allait pas arriver, même quand il l'avait annoncé, mais finalement, c'est notre réalité jour à jour. On a dû tout changer, et ça c'était le 1er septembre 2012 qui était mis à appliquer, et ça nous changeait toute la politique des ventes des entrées. Ça nous a fait revoir tous les budgets. Ça nous a fait même repenser qu'est-ce que c'est un promoteur, qu'est-ce que c'est quelqu'un indépendant qui fait de la culture en Espagne, qui essaie de vivre de ça et qui doit payer une taxe de 21% sur ce qu'il fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a obligés à repenser des modèles de vente,
d'exister dans le marché de l'industrial culture and industrial enterprise parce que tu es plus compétitif. Et tu as vraiment l'impression que tout ce que tu fais dans un marché en crise énorme, ça donne encore moins de moyens pour y habiter dedans. Alors là, c'est important parce que la Constitution espagnole dit les pouvoirs publics promotionnent et custodient l'accès à la culture auquel tous ils ont droit. Donc si vraiment la Constitution espagnole dit ça et tu mets une VAT sur la culture qui est encore la plus haute dans toute l'Europe, c'est une contradiction énorme, politique, légale et surtout culturelle aussi, parce qu'on parle aussi, avant on parlait avec tous de qu'est-ce que c'est la culture. C'est même pas produire la musique, lire un bouquin, c'est même ta façon de comprendre le monde est culturel. Donc c'est vachement plus de ce qu'on tous ont fait. C'est un univers énorme. Un exemple très clair qui peut aider, surtout parce qu'on parlait de l'Amérique, c'est le crowdfunding. Le même concept de crowdfunding est un concept qui fait baisser l'accès à la culture au public. Donc les gouvernements, c'est vous, c'est les publics, c'est nous. C'est les gens qui ont mis de l'argent pour produire des choses culturelles. Et c'est incroyable qu'il faut bien penser au crowdfunding parce qu'il y a des choses positives et des choses négatives. Mais il y a surtout un accès de mécénat public qui avant il n'y avait pas, il n'existait pas, et qui vient substituer malheureusement ce que les institutions devraient faire. Et de plus en plus aussi, un autre exemple très tangible et très concret, c'est que les web, les online des institutions veulent se rassembler plus en plus à des positionnements privés. C'est complètement, c'est pas vraiment la façon de comprendre. C'est-à-dire, ils veulent du contenu que nous on produit, le contenu culturel dans lequel nous, c'est les gens qu'on fait, on produit, on sait, mais ils vont que de faire des simulations, essayer d'être nous, promettre des choses comme nous on l'a déjà fait. Nous on est des exemples maintenant, des situations dans lesquelles la culture marche, on est 15, on est 20, on est 150, heureusement, dans ton cas. Mais en même temps, on travaille dans la culture et on a des revenus à la fin de l'année. On fait de la culture en même temps pour donner aux gens ce qu'on a comme talent créatif et de dirigeants, des contenus, mais en même temps aussi, on vit de ça. On est les vrais enterprising. C'est les vrais entrepreneurs. Excusez-moi le R. Et le truc important pour moi à dire aujourd'hui, c'est que les situations, c'est encore pire dans des autres pays. Mais en même temps, dans l'Europe, c'est vraiment grave. C'est important de soutenir et d'être plus en plus engagé dans le fait que le gouvernement et les institutions publiques doivent comprendre les changements numériques, les changements de communication, les changements de contenu qu'il y a eu dans ça, dans la culture même, comment ça se transmet, comment ça se diffuse, comment est diffusé, et comment aussi sont les contenus qui intéressent dans la culture. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans ça, et apparemment les institutions publiques sont vraiment engagées dans des modèles anciens, qui ne sont pas les modèles nouveaux. Nous, par exemple, au Sonar, chaque année, le jour après qu'on finit le festival, on revoit le contenu, on le remet en discussion, on dit ce que je fais hier, c'est déjà ancien. Il faut le remettre en discussion. On fait remettre en discussion les budgets. Il faut optimiser les situations de contenu. Il faut optimiser la situation de diffusion. C'est-à-dire, ça c'est it's alive. C'est vivant tout le temps, comme l'Internet. L'Internet nous oblige à vivre 24 heures connectés, si on veut, heureusement. Mais si on veut être dans la culture, on peut y être 24 heures, connecté, globalisé. Et ça, c'est quelque chose que notre institution publique locale, ils veulent pas, ils peuvent pas, ils comprennent pas. Et nous, par exemple, comme Sonar, moi je viens aussi à représenter le fait qu'on a une marque
internationalisé. Donc on a fait depuis 2002 plus de 20 pays différents. On a un festival au Japon, on a un festival maintenant à Reykjavik, on a eu des festivals au Brésil, on va avoir des festivals dans des autres pays. On exporte. Donc on fonctionne vraiment comme une institution privée. Donc on fait vraiment, on a un festival, on a un peu comme on disait, on se remettre en question comme entrepreneur culturel, comme Julien l'a dit aussi et comme tous nous on a dit, c'est se questionner tout le temps s'il y a quelque chose de plus à faire, s'il y a quelque chose de plus à donner, s'il y a quelque chose de plus à faire apprendre aussi. Moi, je donne des classes, comme beaucoup de gens que je connais le font, dans le management culturel, dans la numérique, dans le digital. Moi, je suis vachement plus vieille que les autres. Je ne sais pas, mais j'ai 47 ans et je pense que le recyclage à jour, chaque jour, c'est super important pour la culture, super important pour la faire marcher et pour être connecté dans les façons de la faire fonctionner économiquement aussi. Parce que, au même temps, on est très avantagé parce qu'on vit dans un monde dans lequel il y a vachement plus de façons de trouver une solution financière, par exemple. On n'est pas obligé à rester dans ton pays, faire knock-knock dans ton village et dire « Est-ce que vous avez… » Tu peux aller chercher des marques hors ta nation, tu peux aller chercher des privés hors ta nation, tu peux même chercher des funding des institutions hors ton pays. Donc ça, la globalisation, finalement, a apporté vachement plus de moyens pour trouver des financements pour tes projets culturels. Et ça, c'est super important, parce que si tu te libères de cette notion nationaliste que la culture peut avoir. Parce que la culture est universelle, et je pense que c'est important que la connotation universelle reste dans la culture, et qui s'embouche pas, qui ne se ferme pas dans un moment de « je fais la culture pour ma nation, je fais un festival qui est avec des artistes français, je ne me mélange pas parce que ce que je vais promotionner, c'est la culture hyper locale ». Alors, il y a une tendance hyper locale qui est vraie et qui est nécessaire, mais qui doit être balancée avec la globalisation. Et je trouve que la réalité, c'est une très belle balance entre la hyper locale qui soutient les artistes, la culture faite à côté de chez toi, mais en même temps, l'importance de mélanger, de diffuser l'éclecticité de la culture globale et éternelle, universelle. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de plein de choses. J'ai envie de laisser maintenant la parole à la salle pour des questions. On a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, donc avez-vous des questions, réactions, questions? Non, ils sont tout à fait d'accord. Ah, quand même, allez-y. Je vais répéter votre question à ce moment-là, allez-y. Je vais répéter que tout le monde puisse entendre la question. Oui, d'après ce que j'entends, j'ai une difficulté de la part de jeunes qui veulent se monter. Je me pose la question de savoir s'il y a une des difficultés, c'est qu'en fait le marché de la culture n'est pas libéralisé en France. Que les expériences de DSP, comme on a pu l'entendre, c'est assez rare. L'ensemble du marché de la culture, alors je n'ai pas les chiffres, dans les domaines de régie, ou d'associations qui ne sont pas des vraies entreprises. Je veux savoir si optimiste, quels étaient en fait… Es-tu optimiste? Et à votre avis, quels étaient les freins au développement de l'ouverture du marché? Alors en fait, je pense que vous posez les questions absolument essentielles et sans doute dans les plus compliquées à répondre, quoi. C'est vrai que la France, on va dire, a développé un modèle économique ou en tout cas un modèle culturel très spécifique que moi je considère comme quand même à la fois très intéressant, très heureux, qui a permis, on va dire, aussi l'avènement d'équipements, d'artistes, de créations particulièrement foisonnants, quoi, en fait. Ah, pardon. Ah, oui, c'était la difficulté pour des personnes qui se lancent
face à une certaine fermeture du... La réponse est parce que... Non, je plaisante. Oui, donc en fait, effectivement, on était... du coup, la France a construit un modèle culturel qui lui est propre, effectivement, et très grandement basé sur la puissance publique. Et qu'effectivement, ça aboutit, on va dire, à un maillage du territoire, un maillage de ses acteurs. Et c'est pour ça qu'on le dit comme ça, mais très subventionné, ou en tout cas où le public a on va dire, une part importante. C'était le modèle dominant, mais ce n'était pas non plus le seul. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas seulement la raréfaction, on va dire, de la subvention publique et donc en fait de sociétés publiques en crise ça nous oblige à changer de modèle, mais ça va surtout le rééquilibrer. Et on va voir, il y a toujours eu la coexistence d'opérateurs purement privés ou d'opérateurs, on va dire, qui travaillaient sur l'hybridation. La délégation de service public en est une. Hein. Juste pour expliquer, par exemple, pour celle que moi je connais bien, qui est la Gaîté Lyrique, c'est un budget de fonctionnement de 10 millions d'euros. Si c'était en régie directe, évidemment, les 10 millions viendraient très probablement, ou en tout cas quasiment 9, viendraient plutôt de la collectivité territoriale qui a été à l'initiative de l'équipement. Dans notre cas, la ville de Paris met la moitié, 5 millions d'euros pour pouvoir faire fonctionner l'équipement, et le reste doit être lié à de l'autofinancement. Billetterie, mécénat, sponsoring, location, bar, beaucoup de recettes évidemment, on va dire, liées à la merchandising, enfin, comment dire, oui, à tout le merchandising autour de la gaieté. Donc moi, j'ai pas de rapport prophétique, on va dire, à ce que va être ce que va devenir l'économie de la culture. Mais par contre, c'est sûr qu'il va multiplier, on va dire, les modèles économiques. Donc peut-être qu'il y aura de plus en plus de délégations de services publics, mais c'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, il y aura de plus en plus et parce qu'on peut utiliser le numérique, et parce qu'effectivement on réfléchit à d'autres formes de financement, et il y en a plein, hein, on va se retrouver avec des organisations, on va dire, différentes. Et ce que moi je propose, ce que je tente de dire, c'est que l'entreprise est un des modèles intéressants pour ça. Ça, c'est pour la généralité. L'autre chose, c'est vous avez dit une chose l'autre chose importante, c'est comment aujourd'hui des jeunes qui ont des idées, qui ont des envies, et comment on essaye de bien les accompagner pour que en fait, leur idée devienne un projet d'entreprise. Et je pense que c'est une grande partie de ce que devront être les recommandations de cette mission, c'est de se dire quels sont les outils en formation, ce qu'on appelait en incubation, en pépinière, en aide, en avance remboursable, en prêt, en garantie bancaire sur de l'argent prêté par les banques. Donc c'est développer tous ces outils-là pour faire en sorte que ces jeunes puissent éviter, on va dire, l'impasse ou l'échec de leur développement. Après, malheureusement, même dans la culture, le monde est violent, et donc tous ne réussiront pas, en fait. Merci. Une autre question? Voilà, à votre droite. Voilà. Oui, j'ai deux questions. Une première précision pour Julien Catala. Est-ce que l'appel d'offres du Trabendo était aussi une délégation de service public? Et si oui, peut-être deux questions pour Stephen Heard et Julien Catala. Cette délégation de service public, j'imagine qu'elle va avec un cahier des charges. Et si tel est le cas, quelles sont les missions qui sont particulièrement challengeuses? Ok, alors nous, c'était pas une délégation de service public à proprement parler. En fait, c'est un appel d'offres c'est une concession en fait, qu'on a du Trabendo pour 8 ans. Et oui, il y avait un cahier des charges. Alors c'était sur une esthétique particulière, donc le développement des musiques actuelles et émergentes, je crois de tête, quelque chose comme ça, et un certain nombre de dates de concerts par an. Je crois qu'on a c'est 200 concerts par an, quelque chose comme ça aussi. Il y a le cahier des charges aussi sur le prix de la place du billet, pas mal de choses comme ça. C'était plutôt artistique, on ne pourrait pas faire la salle et faire que de la variété, quoi. C'était plutôt essayer d'être pertinent sur l'artistique de la salle. C'est à peu près ça. Merci. Une autre question? Une question, puisque effectivement, sur la DSP,
Le cahier des charges, pour nous, il était beaucoup plus chargé, effectivement, que pour le Trabendo. Parce qu'en fait, c'est vrai que le Trabendo, c'était une ligne artistique, et puis c'était en fait un équilibre du modèle économique, mais il n'était pas très contraignant sur ce qu'on pouvait appeler le service public, puisque d'ailleurs, il n'y en avait pas. Alors que pour la Gaîté Lyrique, la ville souhaitait donc un équipement thématisé, musique actuelle et art numérique, c'est comme ça qu'elle avait nommé. Nous, on a transformé ça plutôt... Enfin, comment on va dire, on a formulé ça de la manière suivante. En gros, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la création à l'ère du numérique et à l'ère des technologies? Parce qu'en fait, c'est finalement la technologie ou le numérique n'était pas tant une fin en soi que simplement une manière de faire les choses, quoi. Donc ça, c'était la manière dont nous, on avait réinterprété le premier aspect du cahier des charges qui était artistique. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il fallait développer une offre de formation, une tarification, alors là, pour le coup, particulièrement basse et donc très accessible. Avoir une attention particulière sur des publics spécifiques, toutes les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. On devait animer un centre de ressources qui doit être gratuit d'accès, hein, donc un peu comme comme une petite médiathèque en fait. Monter pas mal d'ateliers de type Fab Lab, type conférence et tout ça gratuitement, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en gros, dans les 5 millions d'euros dont je parlais qui étaient de la part de la ville, une bonne partie malheureusement est absorbée par la maintenance du bâtiment qui est indépendamment du partenariat astucieux que j'ai décrit tout à l'heure. Mais c'est un bâtiment qui est très très coûteux et donc effectivement une bonne part du budget de la ville lui est allouée. Et une partie de ce budget-là sert justement à faire, on va dire, l'offre culturelle gratuitement accessible en fait à la Gaîté, quoi. Donc voilà. Et la manière dont ce que je voulais dire tout à l'heure aussi ce qui était intéressant, c'était de discuter avec la ville ce qu'elle entendait par le service public. Et on a pu des fois aller presque plus loin en particulier sur la question des personnes handicapées et de l'utilisation des nouvelles technologies, chose qu'effectivement ils n'y avaient pas forcément pensé. Le fait aussi, par exemple, la ville de Paris avait pensé qu'elle pouvait dédier un équipement qui est donc installé au cœur du 3e arrondissement pour la population du 3e arrondissement. On a expliqué, par exemple, nous, qu'on trouvait ça particulièrement discriminant et qu'au contraire, il fallait l'élargir et voire même, pourquoi pas, au-delà des frontières du périphérique. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on aborde en fait, dans la question du service public. Merci. Question ? Non, pas de question ? Si ? Ah, voilà, passer le micro. Oui, je crois que c'est ouvert. Vous m'entendez ? C'est une question sous forme de remarque pour Steven et Julien. Vous avez particulièrement insisté sur les salariés, le passage en CDI, etc. Est-ce que vous pensez que d'être en entreprise change le type de management ? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être rapporté vers les associations ? Est-ce que c'est compréhensible ? Je prends le micro très lentement parce que je ne sais pas comment répondre. Moi, ce que je voulais dire, en fait, en tout cas par la question du CDI, c'était qu'en tout cas, avec une politique de ressources humaines durable, quand on s'appuie sur les gens, qu'on les fait grandir ensemble dans une entreprise, en fait, on arrive à faire des super trucs. C'était ça que je voulais dire, en tout cas. C'est-à-dire qu'en gros, tandis que faire valser les contrats sur de la précarité, en fait, en gros, on va mettre 6 mois à former parfois un stagiaire qui va partir pour ailleurs. On va avoir un CDD qu'on aurait bien voulu garder, mais bon, il se trouve qu'on n'a pas les marchés qu'il faut. Enfin, en tout cas, nous, on s'est vraiment obligés, sur les ressources humaines, à capitaliser dessus. Je considérais qu'en fait, en gros, comme en fait de l'ingénierie culturelle, c'est à peu près pas grand-chose en fait, hein, puisque c'est en gros, c'est une manière un peu spécieuse de prendre de l'information, de la transformer, de la revendre en fait, hein, que ce soit en études ou en production. Donc forcément, le moment où on enrichit l'information, donc c'est-à-dire comment on réfléchit, je sais pas, à un nouvel équipement culturel, ou une politique de public, ou une consolidation financière, de le faire avec des gens qui vont sédimenter en expérience, capitaliser en idées. Voilà, ça me paraissait important.
L'autre chose, en fait, c'est que, mais peut-être que là c'est un travers d'entrepreneur, mais en tout cas l'association, aujourd'hui je pense qu'elle se, mine de rien, en fait, c'est quand même une entreprise un peu déguisée, mais qui réfléchit pas tout à fait, qui réfléchit son économie d'une manière assez différente, puisque pour partie elle est subventionnée. Et donc, en fait, elle n'oblige pas à réfléchir à un modèle d'autofinancement, enfin, dans le sens où elle est dans une logique où elle va avoir un rapport pas financier tant à son budget qu'une approche justement simplement budgétaire. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'équilibrer et que ce qui ne... et fera financer, en fait, son déficit par de la subvention, quoi. En fait, c'est pour ça que la subvention apparaît souvent comme de l'équilibre. Donc, je ne sais pas s'il y a tant de passerelles que ça. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les associations, qui sont des outils absolument formidables, en fait, se développent sur leur propre champ et qu'à côté se développent des manières de faire différentes des entreprises, quoi, en fait. Et que les associations ne singent pas les entreprises et inversement, quoi, en fait, hein. Et que les entreprises ne soient pas les organisations qui, finalement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qui seraient fossoyeurs des associations, parce qu'effectivement, elles toucheraient de moins en moins de subventions. Voilà, je pense qu'il y a, exactement comme il y a tout un pan de la création artistique, la création dans le spectacle vivant, dans le théâtre et tout, qui nécessite absolument, en fait, d'être protégé, et la subvention en est un. Mais il y a d'autres endroits, effectivement, nous, on est quand même amenés à, dans le cadre du travail du troisième pôle, à expertiser des politiques de subventionnement public dans des collectivités territoriales où on voit, oui, des associations qui touchent des subventions depuis 30 ans sans jamais être expertisées, sans jamais être évaluées. Bon, là, moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'action de ces associations est pas bonne, quoi. Mais, enfin, c'est juste la manière dont on contrôle cet argent public et la manière dont on l'alloue. Voilà. Donc c'est difficile à répondre, hein, comme question. Je pense que c'est... Non, mais ouais, je pense vraiment qu'il faut... Voilà, les associations doivent faire un travail associatif et les entreprises un travail d'entreprise. Julien voulait ajouter... Juste par rapport à le fait pour le festival, en fait, on aurait pu créer un montage un peu douteux, mais monter une association, essayer d'avoir des bénévoles de tous les côtés, peut-être essayer de demander des subventions. Mais déjà, c'est beaucoup de travail de devoir faire ça pour pas grand-chose. On voulait vraiment faire quelque chose de pro et que tous les gens soient payés et déclarés dans l'équipe du festival, fait qu'on est vraiment un festival beaucoup plus pro peut-être qu'un festival qui aurait beaucoup de bénévoles. En tant qu'agence, je ne parle pas du tout de Nuit Sonore, en tant qu'agence, j'ai placé beaucoup de groupes dans des festivals qui sont remplis de bénévoles, pas mal de festivals parisiens, et on arrive et il y a des bénévoles partout, dans tous les sens, qui servent des bières, qui doivent emmener un groupe à l'hôtel, il ne sait pas où est l'hôtel, enfin c'est pas c'est pas super pro. On voulait vraiment un festival avec un côté très peut-être élégant ou assez pro aussi pour le public. Et on nous a pas mal taxé d'avoir peut-être un prix des places un peu élevé, mais on le valorise comme ça aussi. On fait vivre 200 personnes qui sont déclarées. Et l'accueil, je pense que du festival est vraiment assez classe. Et donc on voulait ça, on voulait une certaine exigence au niveau de l'organisation, et donc ça passe par payer les gens et bien les payer, quoi. Donc c'était un choix. Moi aussi, on bosse depuis plus de 12 ans sans bénévoles. On a décidé que ça, c'était pas une manière de pouvoir professionnaliser le festival. Et finalement, on paye chacun qui bosse pour nous. Et je suis tout à fait... tu vois, si tu veux, nous, on bosse surtout avec des stagiaires, oui, qui sont rémunérés par les universités. C'est une formule qui fonctionne dans toute l'Europe et qui est vraiment bien, surtout sur... par exemple, moi, je suis chef de l'écom digital et tous les social marketing media, tous les Twitter, les Instagrams, tout ça. On utilise beaucoup d'étudiants de communication digitale. Je trouve que c'est vachement mieux de se filtrer avec le monde de l'éducation qu'utiliser des bénévoles, même si c'est... Parce que je trouve que c'est bien de payer les gens pour le faire. Peut-être compléter quelque chose, mais c'est pour toi, Julie, en fait. Mais c'est vrai que le travail que tu fais, qui est remarquable et très pro, ça veut pas dire, mais
que certaines associations ne font pas un travail tout aussi professionnel en fait. Ce qui m'étonne plutôt, c'est comment effectivement toi tu fais en sorte qu'un Pitchfork Festival ne dépende de personne d'autre que de toi-même, alors qu'effectivement on a des festivals qui sont sur des approches quand même relativement similaires et dont on apprend qu'effectivement le budget est consolidé à moitié par la ville, le département et la région, quoi. Et c'est là que bon, on se pose la question du fait de effectivement qu'il y a des modèles économiques effectivement qui ne sont pas mis en place partout, et c'est vrai que peut-être Julien, faut-il que tu ailles évangéliser dans un certain nombre de collectivités territoriales mais voilà le genre de questions que je me pose. Par contre il y a aussi des territoires qui sont des déserts culturels où l'effort doit être différent. Effectivement la population parisienne elle est quand même je considère quand même plutôt captive par rapport à un festival comme Pitchfork. Peut-être que c'est plus difficile ailleurs qu'en fait, hein. Mais pour moi, en tout cas, le monde de l'association, le monde associatif et le monde de l'entreprise, ce ne sont pas, la différence n'est pas sur le professionnalisme. Ce que j'aimerais plutôt, c'est que les deux aient vraiment leur spécificité, quoi, et qu'elles servent à des endroits qui sont propres, et qu'il n'y ait pas de chevauchement où effectivement des associations devraient faire l'effort de réfléchir à des modèles plus autofinancés. Et comme ça, d'ailleurs, déchargeant parfois la puissance publique d'une charge de subvention qui peut être allouée d'ailleurs à des choses parfois plus créatives, plus que de l'organisation de concerts ou de festivals dont on connaît bien les modèles, quoi. Merci. Une dernière question ? Si vous avez... Merci. Justement, ça rebondit un petit peu sur ce que tu viens de dire par rapport à la différence entre entreprise et association. Moi, je dirige une association depuis plusieurs années qui fait du concert et des installations numériques, des choses comme ça. On est très, très peu subventionné. Donc, au final, moi, mon fonctionnement, il est un peu comme une entreprise, finalement. J'ai la même exigence de payer mes salariés, de payer les artistes, de payer voilà, tout ce qui va avec. Et la différence, à mon niveau, légalement, je la vois avec la souplesse financière au niveau des charges et des taxes qu'on pourrait avoir en termes d'entreprise qu'on n'a pas en termes d'asso. Maintenant, quand je me posais la question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et à ce que tu viens de dire là, quel champ, quand tu parles d'un champ spécifique par rapport aux entreprises et aux associations, ça, moi, m'a rappelé une question que je me suis posée tout à l'heure. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, quelle place vous avez à l'expérimentation ? Pour l'expérimentation artistique. Donc de ne pas aller sur des projets qui existent déjà, qui sont déjà bankable, entre guillemets, mais vraiment des projets qui vont aider à émerger, ce qui effectivement est peut-être plus le champ quelque part des assos, parce qu'on a plus cette liberté-là de fonctionnement. Il me semble avoir répondu justement à ça, puisque c'est pour ça que je disais qu'effectivement, en tout cas, je voyais qu'une part, en tout cas, importante de la puissance publique et de la subvention devait servir à des formes plus exigeantes de la création, en tout cas, donc sur ce volet-là. Après, par contre, est-ce qu'on doit le répartir entre les associations et l'entreprise ? Enfin, je crois pas qu'une qu'une entreprise soit nécessairement moins innovante ou moins créative qu'une association. Je pense que les associations, c'est une organisation qui effectivement, qui est née en 1901, qui a toute une histoire et qui reflète une manière de faire. Et comme effectivement en France, la culture était souvent publique, d'ailleurs un peu comme les politiques sociales, on a trouvé effectivement une souplesse dans les associations assez facile, puisqu'en fait c'était une manière pour l'État de donner à travers une subvention, qui faisait un peu d'ailleurs une délégation de service public au fond, et qui était aidée parce qu'effectivement les charges étaient peut-être parfois plus simples. Voilà, mais en tout cas je ferais pas si c'était ça, je dirais pas forcément que les associations sont plus créatives. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a aujourd'hui des entreprises, celles qui gèrent par exemple la Gaîté Lyrique, qui, on va dire, développent des formes artistiques qui sont totalement innovantes en fait. Hein, c'est bien répondu ou pas? Non, peut-être pas. Enfin, non, c'est pas moyen. Bon. Moyen. Alors, non. Bon, on est arrivé au bout, donc je voulais remercier nos intervenants, donc Steven, Todd, Julien et Georgia, si vous pouvez leur donner un petit salve d'applaudissements. Merci beaucoup.